Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition des titres. C'est tout de suite. La détresse sévit toujours à Fass-Boye, point de départ de la pirogue qui a chaviré en mer. Bilan 60 victimes après les violents affrontements qui ont éclaté entre jeunes et les forces de sécurité. Le calme est revenu sur place. Pas de hausse sur les tarifs d'électricité, mais plutôt une augmentation de la consommation des usagers en cette période de forte chaleur. Les explications sont du directeur général de la Société nationale d'électricité. Vous entendrez Pape Demba Bitèye dans ce journal. Toujours le suspense autour du candidat de Benno Bokk Yakaar aux élections présidentielles au sein de l'espace politique. Les avis divergent autour de l'option du chef de l'État d'entretenir le flou sur son supposé dauphin. D'après Moussa Diaw, professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ce pari pourrait porter préjudice à sa coalition. Du côté de l'APR, Mamadou Kassé parle d'une locomotive déjà en marche pour relever le défi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec le communiqué de l'administration pénitentiaire qui informe l'opinion publique sur la situation des personnes détenues hospitalisées à la date du 18 août 2023. Ces personnes sont au nombre de 3 au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Il s'agit de Mohamedou Samb Jim, dit Hannibal. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Rebeuss depuis le 14 février 2023. Ayant débuté une grève de la faim le 28 juillet, il a été transféré le 10 août au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar après un malaise constaté au niveau de l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire. Le deuxième détenu est Cheikh Bara Ndiaye. Il est écroué depuis le 9 juin 2023 à la maison d'arrêt de correction du pavillon spécial. Affaibli par un refus de s'alimenter, il sera transféré aux urgences de l'hôpital principal à la suite d'un malaise le 4 août dernier. Troisième détenu, Ousmane Sonko, il est placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet 2023 à la maison de correction de Sébikotane. Présentant une faiblesse générale liée à son refus de s'alimenter, il a été évacué le 6 août au pavillon Teranga de l'hôpital principal de Dakar à la suite d'un malaise survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2023 aux environs d'1h42. Il sera transféré au service de réanimation de l'hôpital. Cependant, l'administration pénitentiaire tient à préciser que toutes les dispositions nécessaires sont prises avec le concours des services de santé de l'hôpital principal pour offrir aux malades une meilleure prise en charge médicale. Voilà donc un communiqué signé par le service communication de l'administration pénitentiaire. La suite de ce journal avec Fass-Boye. Le calme est revenu après les violents accrochages entre forces de l'ordre et jeunes de la localité. Ces jeunes dépités mais surtout en colère suite à la disparition de 60 des leurs en mer s'en sont pris aux forces de défense et sécurité dont ils fustigent un manque de célérité dans les secours. Ce vendredi, à la mosquée de Fass-Boye, les familles des victimes se sont penchées sur l'organisation des funérailles mais aussi le retour des rescapés. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir nous font le point. Fass-Boye, c'est le calme plat. Ce paisible village de pêcheurs est en deuil. Les populations sont frappées par le drame de l'immigration clandestine. Ils sont 20 jeunes, tous de la famille Boye. Nous les avons tous perdus. Nous nous sommes rendus au service des pêches de Fass-Boye. Le constat est amer. Des jeunes en furie ont tout détruit. Des appareils destinés à la surveillance des côtes, des ordinateurs, bref, tous les équipements dont dispose le centre. Les jeunes de Fass-Boye expriment de la sorte leur colère. Ils reprochent à l'État un manque de célérité dans l'organisation des secours de la pirogue disparue en mer depuis le 10 juillet. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est toute la population de Fass-Boye qui est en deuil. Toute la population de Fass-Boye vivait dans l'inquiétude et dans la détresse. On a demandé à l'État de déployer la marine nationale pour essayer de retrouver cette pirogue. On sait que l'État n'a rien fait. D'après les informations, ce sont leurs moteurs qui sont tombés en panne et dans ce cas, hier, ils ont amené beaucoup de forces de l'ordre ici dans ce village. Ce que Fass-Boye n'a jamais connu.
Nous tous, on est nés ici, mais on n'a jamais vu cette situation d'hier. Des mouvements de foule, on ne peut pas les contrôler. C'est la colère générale. L'imam du village, à travers les haut-parleurs de la grande mosquée, invite les populations à participer à cette journée de prière dédiée aux disparus. Dimanche prochain est la date retenue. Litige foncier à Djahaï, plus de 110 propriétaires réclament à la SNHLM leurs terres. Ces terres feraient l'objet d'une confiscation de la part d'individus mal intentionnés. À travers le collectif Arsunu de Kowa, ces victimes de litiges ont fait face à la presse pour dénoncer, mais surtout alerter les autorités. Edouard Gomez est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Patéane. Après la DESCOT, nous avons rencontré la SNHLM. Au niveau du service juridique, nous avons discuté avec Mme Diop sur la situation actuelle qui prévaut dans ce site. Et par rapport à ça, la SNHLM nous a rassuré comme quoi tous les documents sont là et que la SNHLM est prête à nous accompagner. Elle est prête à nous accompagner et à défendre nos droits. Qui ont fait la demande. Après la SNHLM, nous avons aussi rencontré le notaire. Le notaire qui s'occupe des héritiers, des héritiers. Nous l'avons rencontré et discuté avec lui. Et le notaire nous a fait savoir comme quoi qu'il n'y a aucun titre qui a été établi par leur cabinet. Et qu'aucun acte de vente n'a été aussi établi. Donc il est clair en ce moment qu'il y a des gens qui sont là mal intentionnés, qui se promènent avec des promesses de vente, qui se promènent avec des actes de cession pour subtiliser, pour accaparer les terrains des ayants droit. Et ce qui est anormal. Donc présentement, nous allons nous constituer en tant que collectif et préparer une plainte à déposer auprès du procureur de la République. À côté de Djahaï, à Rufisque-Est, le maire de la commune a tenu à apporter la réplique aux ex-travailleurs du FERA qui l'ont accusé de non-paiement de leur salaire et d'une rupture abusive de leur contrat. Pour Eliman Saho-Semben, ce n'est pas la commune qui doit de l'argent à ces ex-travailleurs, mais plutôt les responsables du FERA, le fonds d'entretien routier autonome. Écoutons Eliman Saho-Semben, il est au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Nous ne devons pas de l'argent à ces agents-là. C'est la structure Fonds d'entretien routier autonome qui doit de l'argent aux ex-agents qui étaient là. C'est vrai, ils ont eu à travailler et le FERA leur doit encore 2 mois de salaire. Ce n'est pas la mairie qui leur doit ça. La mairie est en convention avec le Fonds d'entretien routier autonome, une convention en bonne et due forme, approuvé par le sous-préfet, approuvé également par le conseil d'administration, et qui fait que la mairie recrute des agents, mais ne paye pas. Tout le paiement se fait au niveau de la direction du FERA, encore une fois. Il n'est pas question de rupture abusive, parce que les contrats qui sont établis en ces termes-là, c'est des contrats à durée déterminée, c'est des CDD. Donc lorsque le contrat arrive à terme, la mairie n'est plus liée à ces agents-là. Renouveler leur contrat ou pas, ça revient simplement du ressort de la mairie de le faire. Vous avez décidé de ne pas renouveler le contrat? J'en ai renouvelé certains, mais pour d'autres, je n'ai pas renouvelé pour des motifs aussi qui sont des motifs tout à fait valables. Parlons à présent de cette mise au point du directeur général du port autonome de Dakar. Muntaga Sy estime que les récentes hausses opérées sur les marchandises par les commerçants n'ont plus leur raison d'être, et pour cause. Il affirme que les marchandises sont débarquées au port autonome de Dakar dans un délai de 3 jours maximum, des efforts consentis justement par la direction pour éviter que les délais jugés jadis trop longs ne se répercutent sur le coût des produits. Il s'exprime au micro de Pape Faraning. Nous l'écoutons. Il n'y a plus aucun opérateur économique qui peut prétendre à des pénalités ou des subventions liées à des séjours en rade ou des séjours à quai. Aucun navire ne séjourne plus de 5 jours en rade. D'ailleurs, depuis 2 mois, il n'y a pas de délai d'attente en rade. Les navires d'oignons qui ont été déchargés récemment, le navire est venu à 20h45, à 21h il était à quai,
On l'a déchargé en 3 jours. Mardi 12h, il a quitté les eaux sénégalaises. Le navire BBC Alberta est venu à 10h30 dans les eaux sénégalaises. 11h dimanche, il avait accosté et il vient aujourd'hui à 15h45 devant le directeur général de la Sénélec de décharger son dernier colis. Allez, nous quittons le port autonome de Dakar pour l'Assemblée nationale avec cette audition du ministre du Pétrole et de l'Énergie par la Commission Énergie et Ressources Minérales. Sophie Gladima Sibi annonce une fourniture d'électricité de meilleure qualité et à moindre coût avec l'exploitation prochaine du gaz naturel. Compte rendu de son audition avec Pape Faraning. L'objectif est d'atteindre les 100% sur le programme d'accès universel à l'électricité. Les parlementaires veulent corriger ces inégalités et permettre à tous les Sénégalais d'avoir une électricité de qualité et à moindre coût. 25%, c'est très bien, mais on veut atteindre les 100%. C'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement pour les populations, mais aussi pour les industries. L'électricité, vous savez, constitue un élément important dans la production. Si l'électricité coûte cher, cela effectivement va se sentir au niveau de la consommation. La consommation aussi va coûter cher pour les populations. Donc, pour nous, l'Assemblée nationale, notre objectif à nous, les préoccupations des populations que nous sommes venus partager avec le gouvernement à travers le ministère du Pétrole, sera effectivement de discuter de cela pour que l'électricité soit accessible à tous en quantité, en qualité et à moindre coût. Avec l'exploitation prochaine du gaz naturel, les représentants du peuple estiment que cela va impacter positivement les usagers. Nous sommes là pour les populations à travers l'Assemblée nationale, donc ce sont les préoccupations des populations que nous souhaiterions partager avec le ministère, voir ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, ce qui n'a pas été fait, pour qu'au finish, les populations puissent bénéficier de ces ressources qui sont d'une importance capitale. Même si des résultats probants ont été notés sur ce programme, l'État compte faire d'autres efforts pour atteindre ses objectifs. Sur ce point, je pense que l'État a eu à faire quand même des résultats assez satisfaisants. Nous avons électrifié environ 6300 localités depuis 2012 et nous avons environ 6000 autres localités qui sont actuellement inscrites dans les projets et programmes à travers les différentes structures de l'État que sont l'ANER, l'ASER, Sénélec, PUDC, Puma, etc. Et au-delà de ça, il convient aussi de préciser qu'actuellement nous avons un taux d'électrification nationale de 85%, avec 97% en milieu urbain, où nous sommes presque à l'accès universel, mais il y a toujours des nouveaux besoins et des nouvelles constructions qui se font, donc vous comprendrez aisément que ces besoins doivent être satisfaits. Et aussi en milieu rural où d'autres efforts doivent être faits parce que nous sommes actuellement en milieu rural à 60% d'accès à l'électricité. La Commission Énergie et Ressources Minérales de l'Assemblée nationale, avec cette rencontre d'échange avec le ministère du Pétrole et de l'Énergie, elle a pu poser la passion des populations sur la table sur l'accès universel à l'électricité et le coût élevé de cette denrée vitale. Et nous restons avec cette rencontre au cours de laquelle Sénélec s'est exprimé sur la controverse autour de ses tarifs et selon le directeur général de la Société nationale d'électricité, eh bien, le prix du courant n'a pas connu de hausse. Pape Demba Biteye accuse plutôt la canicule d'être à l'origine d'une forte consommation et par ricochet d'une augmentation du coût des factures. Par ailleurs, le patron de l'entreprise déplore les saccages des installations de Sénélec, des dégâts matériels dont les charges seront supportées par les consommateurs. Nous l'écoutons à nouveau au micro de Pape Faraning. Je voudrais d'abord préciser qu'il n'y a pas de hausse des tarifs de l'électricité. Mais ce que nous avons noté, comme nous le notons chaque année, c'est que lorsque la chaleur arrive au Sénégal, nous enregistrons ce que nous appelons dans notre jargon de société d'électricité la pique de consommation. Au Sénégal, c'est la chaleur. En Europe, en Amérique, c'est l'hiver. Donc, c'est des moments où nous consommons beaucoup plus d'énergie pour se mettre à l'abri et souvent aussi pour le confort. C'est ce qui est arrivé. Ce qui arrive actuellement et ça va continuer jusqu'à la fin du mois de novembre qui va correspondre avec la baisse des températures.
Donc ceci étant, je voudrais tout simplement regretter le fait que ces ouvrages-là aient été attaqués et saccagés pour dire aux populations que les ouvrages Senelec aujourd'hui est une société qui appartient à 100% aux Sénégalais. Lorsque malheureusement certains ouvrages sont saccagés, nous serons obligés de les remplacer parce que nous avons une mission de service public. Maintenant, ce remplacement-là va nécessiter des investissements supplémentaires qu'au finish, c'est le consommateur qui va le supporter. Parce qu'aujourd'hui, tout investissement qui rentre dans le cadre de la mission de service public est comptabilisé par le régulateur qui va le rémunérer. Et c'est pour cela que nous lançons encore un appel aux populations. Et de la consommation, nous passons à la santé avec cette restitution des enquêtes faites dans les écoles sur la cardiopathie rhumatismale. Et bien sûr, 3000 enfants diagnostiqués, 15 sont touchés par cette maladie, soit un taux de prévalence de 4,6 pour 1000, selon le cardiologue et directeur de l'UFR Santé de l'Université Gaston Berger, le professeur Adama Kane. Eh bien, les angines non traitées sont à l'origine de cette affection qui entraîne une atteinte cardiaque définitive. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diopé avec Abibsek. Alors, on a remarqué que le cœur rhumatismal atteint le plus souvent les enfants de 5 à 15 ans et c'est lié à une angine qui n'est pas bien traitée, une angine de la gorge. Et c'est l'angine de la gorge qui n'est pas traitée suffisamment longtemps, suffisamment correctement avec des antibiotiques adaptés qui entraîne donc une atteinte cardiaque définitive. Et donc c'est ça maintenant, c'est une pathologie finalement qui est facile à prévenir. La prévention de cette pathologie, c'est la prise en charge correcte et efficace des angines des enfants. Donc c'est vraiment ça, c'est la première mesure qu'il faudrait diffuser avec la communauté académique. Voilà, donc puisque si on ne fait rien, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la chirurgie à cœur ouvert. Donc pour éviter cela, le fait de traiter une simple angine peut permettre d'éviter d'aller ouvrir un cœur et à l'opérer. Et puis, bonne nouvelle pour la communauté mouride cette année. Pour les besoins du Grand Magal de Touba, prévu le 4 septembre prochain, les fidèles pourront se rendre dans la ville sainte à bord de train. L'assurance, c'est du directeur général des grands trains du Sénégal qui nous apprend dans la foulée que la capacité d'accueil de ces trains est de 240 personnes par voyage. Un projet ferroviaire qui sera prochainement élargi au nord, mais aussi au sud du pays, compte rendu avec Bakary Conté. En visite à Sédhiou, le directeur général des grands trains du Sénégal, Samba Ndiaye, a annoncé les essais des trains à partir de ce jeudi afin d'assurer le transport des pèlerins à partir du 1er septembre prochain vers le Grand Magal de Touba. La stratégie nationale ferroviaire, à travers laquelle on devrait mettre en place donc un canevas de reprise du trafic ferroviaire. Et justement, cette réflexion en cours a permis aujourd'hui à l'État de décider d'aller donc couvrir le Magal de Touba. Jeudi, nous allons entamer les essais avec nos trains qui sont déjà stationnés à Thiès. Donc nous allons entamer les essais pour préparer le Magal. Et normalement, le 1er septembre, nous devrions commencer le trafic ferroviaire pour transporter dans la sécurité et le confort les pèlerins qui doivent se rendre à Touba. L'objectif visé est d'élargir ce réseau ferroviaire dans le nord et dans le sud du pays. Ensuite, suivront les autres étapes d'extension dans le projet global donc de stratégie de revitalisation des rails. Il est prévu effectivement que le train aille jusque dans le nord, mais également que le train puisse aller dans le sud. Mais auparavant, le président de la République Macky Sall a eu l'ingénieuse idée de faire le pont qui sépare aujourd'hui la Gambie du Sénégal. C'est ce pont-là aujourd'hui qui nous a permis, nous, de pouvoir venir le matin et de devoir rentrer l'après-midi. Donc je pense que beaucoup d'étapes ont été franchies et nous pouvons espérer demain que le Sénégal puisse disposer d'un réseau ferroviaire national, puisque quand même le rail, c'est le développement. C'est le rail qui développe les échanges commerciaux. C'est le rail qui développe, qui permet d'éviter les accidents. Le rail est par excellence
le moyen de transport de masse. Samba Ndiaye s'exprimait en marge d'une cérémonie de distribution de médicaments dans les communes de Diaroumé et de Koussi pour les couches les plus démunies. Tournée du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans les champs de Thiel et Gassane pour s'enquérir de l'état des semis. Aly Ngouille Ndiaye s'est réjoui des variétés cultivées dans le Djolof. Il a également annoncé un important programme de distribution de 800 tracteurs et de matériel agricole subventionné pour booster le secteur. Le compte-rendu de sa visite est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Après une longue pause pluviométrique, le ciel a encore ouvert ses vannes, dissipant ainsi les soucis des paysans et des agriculteurs. Pour s'enquérir de l'état des semis, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a effectué une visite dans les champs de Gassane et Thiel. Thiel et Gassane constituent déjà une zone très agricole, où l'agriculture occupe un pan important donc de l'activité. Nous avons eu à le voir. C'est dans Thiel, nous avons également des terres. C'est vrai que nous avons peut-être par moment à gérer des conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais ce que nous avons vu aussi bien dans les deux communes, vraiment nous donne beaucoup de satisfaction. Aly Ngouille Ndiaye persiste et signe que le Djolof est une zone d'agriculture. En effet, plusieurs variétés y sont cultivées. Le sud du Djolof, nous avons toujours défendu. Peut-être qu'il faut que certaines personnes viennent ici pour s'en rendre compte, mais nous avons toujours été convaincus qu'au sud du Djolof, qu'il est possible quand même de faire de l'agriculture. Parce que juste après le Djolof, c'est le Saloum qui est là. C'est ce que nous avons toujours constaté. Mais ici, il pleut beaucoup. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de variétés ont été testées ici et ça a donné de bons résultats. Le ministre de l'Agriculture a annoncé un programme de 800 tracteurs. Ce matériel agricole subventionné va contribuer efficacement à la modernisation du secteur pour de meilleurs rendements agricoles. Aujourd'hui, nous avons un programme important qui devrait permettre, normalement, d'ici la fin de l'année, qu'on puisse avoir 800 tracteurs. Ce serait peut-être une première. Donc, ça le permettra. Et c'est du matériel agricole qui est subventionné au minimum à 60%. Il y a du matériel subventionné à 80%. Il y en a même du matériel subventionné à 90%. Donc, aujourd'hui, il peut accéder à ce matériel. Et je pense qu'il y a d'autres accompagnement qui ne sont pas forcément des subventions que nous attendons du secteur bancaire pour pouvoir aujourd'hui développer l'agriculture de façon générale aussi. Les agriculteurs ont salué les efforts du gouvernement qui a injecté 100 milliards pour l'achat de semences et de l'engrais, même si la qualité de l'arachide laisse. À la une de l'actualité politique, toujours le suspense autour du candidat de Benno Bokk Yakaar, de l'avis du professeur Moussa Diaw, enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Eh bien, cette longue attente risque de porter préjudice au chef de l'État, dans le sens où il pourrait ne plus disposer d'assez de temps pour fédérer sa coalition autour de son dauphin. Un avis que Mamadou Kassé, responsable APR, ne partage pas. Selon lui, l'APR est une machine politique bien huilée qui, une fois qu'elle aura trouvé son candidat, eh bien, va dérouler sa stratégie de reconquête de pouvoir. Alassane Ba et Diafara Ba pour les détails. Sa conviction est que Benno Bokk Yakaar est d'abord une machine politique, mais aussi une machine à gagner des élections. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau, puisqu'il ne s'agit pas de changer d'appareil, mais plutôt de changer de pilote avec à bord l'ancien pilote, le président Macky Sall. Donc, naturellement, moi, c'est en ces termes que je comprends aujourd'hui le contexte et que j'apprécie la gestion du temps. Donc naturellement, nous n'avons pas besoin, comme d'autres, de nous faire connaître. Nous n'avons pas besoin de refaire 6 fois le tour du Sénégal que nous avons fait plusieurs fois et en plus avec un maillage exceptionnel du territoire. Donc à mon avis, nous avons moins que les autres un problème de timing. Il est donc clair dans sa tête qu'aujourd'hui, la seule inconnue, c'est le pilote qui sera chargé de mener le bateau à bon port. Mais l'enseignant en Sciences Po ne partage pas cet avis. Professeur Moussa Diaw pense que le candidat choisi n'aura pas assez de temps à fédérer au sein de la coalition. Ce choix risque aussi de créer des remous, quelle que soit la personne qui sera désignée. Ensuite, il faut aller vers les populations et les convaincre
au moment où l'opposition est en train de gagner du terrain. En tout cas, cette procédure adoptée par la coalition, c'est-à-dire qui consiste à demander au président de la République de leur choisir un candidat, pose problème parce que le président adopte toujours cette stratégie de créer du suspense, d'attendre le dernier moment. À force d'attendre, tout risque de se retourner contre le président Macky Sall, à entendre parler le politologue. Je pense que ça a été une erreur dès le départ d'accepter d'arbitrer. Il fallait laisser les leaders politiques faire leur sélection à travers par exemple des primaires. D'ailleurs, plusieurs rencontres n'ont rien donné et ça se traduit aujourd'hui certainement par des dissidences au sein de cette coalition. Il y aura certainement des grincements de dents, il y aura des frustrations, mais nous faisons confiance au leadership du chef de l'État et du président de notre coalition pour pouvoir effectivement prendre en compte tous ces paramètres-là. Le jour ou le soir où il dira que c'est ce candidat qui est choisi, nous nous engagerons, comme nous sommes toujours engagés, de manière loyale. Le président Macky Sall a l'habitude de garder le suspense et de faire attendre. À 6 mois des élections, il est obligé de dévoiler son choix avant fin août, d'après plusieurs observateurs. Hors de chez nous, au Niger, nos compatriotes établis à Niamey contre toute idée d'envoyer nos djambars sur le sol nigérien. Ces derniers disent être victimes de menaces depuis l'annonce de la décision du Sénégal de participer à l'intervention militaire de la CEDEAO. Par ailleurs, ils ont tenu à rassurer leurs familles restées au bercail sur leurs conditions de vie au Niger. Thioromar Ndiaye nous fait le point. Ressortissants sénégalais vivant au Niger, ils y sont depuis au moins 10 ans. Entre Yentala, Recasement ou Darussalam, ses compatriotes sont pour la plupart des tailleurs. Je vis ici au Niger avec ma famille depuis 2002. J'ai d'ailleurs accueilli ici beaucoup de compatriotes sénégalais. Je suis là depuis 2003 avec ma famille et nous vivons en parfaite harmonie avec nos amis nigériens. Ils ne nous ont jamais posé de problème ici. Je travaille là depuis 2010 comme tailleur. Je suis installé ici avec ma famille et nous investissons ici. Nous sommes bien intégrés au Niger. Ils reviennent sur les menaces reçues depuis l'annonce de l'envoi de soldats sénégalais au Niger. Nous avons de très bonnes relations avec les Nigérians. Ici, nous fréquentons les hommes de tenue, les imams, les ministres. On ne s'attendait vraiment pas à une telle dégradation de la situation. Ici au Niger, on reçoit beaucoup de menaces, mais nous mettons tout sur le tout du président Macky Sall parce qu'on n'a jamais eu de problème ici avant sa décision de ramener des soldats sénégalais au Niger. Et on ne comprend pas. Envahir militairement le Niger. Et envahir militairement le Niger, ce n'est pas possible. Nous sommes tous des frères. Pris de panique à un moment, ils se sont vite ressaisis et rassurent leurs parents restés au Sénégal. Cependant, ils demandent au président Macky Sall de revenir sur sa décision. Nous, Sénégalais, ne connaissons que la paix. Nous demandons au président Macky Sall de revoir sa décision. Nous nous considérons comme des Nigériens à part entière. Que tout le monde se ressaisisse. Cette situation sera réglée et la vie devra continuer. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde en dépit de ses ressources en uranium. Aujourd'hui, avec cette situation, ces tailleurs et autres businessmen voient leur chiffre d'affaires à la baisse.
Culture, à présent, développer leur commune via les arts et la culture. Telle est la nouvelle mission des acteurs culturels de Yeumbeul Nord qui viennent de terminer avec un forum des arts, une localité dépourvue d'infrastructures culturelles pour le maire. Toutes les énergies doivent être concentrées sur ce secteur afin d'enrôler des milliers de jeunes. Babacar Ndao est maire de Yeumbeul Nord. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. Culturel, de s'unir, d'être ensemble et de réfléchir pour la culture et le devenir de la culture. On sait que Yeumbeul Nord regorge de talent. Il y a des jeunes talentueux, il y a beaucoup d'artistes, il y a vraiment... Il y a des jeunes très bien vraiment dans le métier d'artiste. Mais malheureusement, des fois, avec le faute, avec vraiment un manque de cadre ou d'accompagnement, ils ont des difficultés. C'est pourquoi nous organisons ce forum pour permettre aux acteurs culturels aujourd'hui de réfléchir pour comment promouvoir la culture, comment accompagner les acteurs culturels à s'épanouir au niveau local, au niveau international. Comment faire pour mettre en place des infrastructures culturelles dans la commune, parce que nous tous nous avons constaté que ça manque. La commune n'a pas d'infrastructure, surtout culturelle. Et tout ça, les conclusions du forum vont les faire sortir. Et au sortir de ce forum aussi, on aura un programme culturel qu'on va dérouler toute l'année et voire même durant les 5 ans de notre mandat. Ils étaient plus de 150 garçons issus de familles démunies à se faire circoncire à la cité Baraka, une initiative de l'association des jeunes de la SICAP Liberté. La cérémonie de circoncision en groupe a été suivie de séances de Kassak. La 5e édition s'est déroulée ce mercredi à la cité Baraka. C'était en présence de nos reporters Dissa Prera et Lamine Diagne. Pour cette année, ils sont 150 jeunes garçons âgés de 9 mois à 7 ans à être opérés. Une initiative saluée par les parents de ces jeunes garçons de la cité Baraka. C'est une très bonne initiative que nous saluons car cela nous a beaucoup aidé, mais aussi cela a aidé nos enfants car nous sommes des personnes qui ne sont pas dotées de beaucoup de moyens financiers. Le mouvement Action, Initiative et Développement de la SICAP, maître d'œuvre de cette circoncision collective, veut ainsi soutenir les plus démunis de la localité à travers cette opération. Accompagné dans cette 5e édition. Et la particularité de cette 5e édition, c'est le fait d'avoir assez de médicaments. Assez de médicaments pour permettre aux circoncis de pouvoir faire cet acte noble, social, mais de repartir à la maison quand même en toute quiétude sans pour autant inquiéter les parents. Donc c'est une initiative noble et nous avons dit que c'est un moment de ferveur culturelle qui passe une fois dans la vie de l'être humain. Puisque nous en sommes à la 5e édition, sont en train vraiment de soutenir les familles par rapport à ces activités. Nous nous réjouissons encore de pouvoir y participer. Pourquoi pouvoir y participer? Parce que c'est notre mission en tant que SICAPoise. Mais c'est notre mission aussi en tant que directrice générale de la PNA d'accompagner toute activité qui a lien avec la santé. Après cette circoncision, les enfants vont également bénéficier des séances de Kassak. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, restez avec moi pour la deuxième partie du Soir d'Info. Je reçois tout de suite Monsieur Samba Ndiaye, directeur général des grands trains du Sénégal, qui est déjà avec moi sur le plateau. Restez en compagnie de la télévision Futur Média pour suivre cette interview.